Dossier Matata, on en parle. On a vu le sénateur Matata Ponyo aller retirer sa confiance au bureau du Sénat. Dossier Matata, qu'est-ce qui se passe entre Matata Ponyo et Sigebahati Lukwebo? Toute la vérité avec Monsieur Louis-Dor Balekilai. Bienvenue. Merci bien, cher David. Voilà, vous êtes bien portant. Très en forme. Très longtemps qu'on vous a reçu dans cette tranche. Oui, c'était un repli stratégique. Je devais me ressourcer, je devais me former, je devais prendre mon temps pour pouvoir me refaire intellectuellement, scientifiquement et surtout politiquement par rapport aux enjeux politiques à venir, je voulais dire aux enjeux électoraux à venir. Maintenant, je suis en super forme pour relever tous les défis et affronter tous les challenges devant moi. On vous a vu réunir des gens pour les futures élections, mais on va arriver là, le temps d'abord d'aborder cette thématique qui fait jaser. Monsieur Louis-Dor Balekilai, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les relations entre Matata Ponyo et Bahati Lukwebo? Bon, merci pour la question. Bon, je sais que d'entrée des jeux, je ne suis pas venu ici pour faire une leçon de droit. Je ne suis pas venu ici pour réciter les articles de la Constitution, encore moins les articles du règlement intérieur du Sénat. Je suis venu tout simplement en tant que cadre de l'AFDC, secrétaire national adjoint en charge de la communication numérique ou des médias en ligne, rétablir la vérité par rapport à une série d'imputations dommageables et diffamations dont a été couvert le président du Sénat, le professeur Modeste Bahati, par son collègue, le sénateur Augustin Matata Ponyo, pour qui j'ai beaucoup de respect. On peut tout dire, mais Matata, quand même, a fait parler de lui à un certain moment, dans le bien ou dans le mal, mais il y a quand même, par devoir de reconnaissance, de dire quand même qu'il avait quand même la volonté de faire quelque chose pour le pays, même si tout n'a pas été parfait. Donc, beaucoup de considérations. Alors, mais vous parlez d'imputations. Oui, les imputations, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'opinion devra savoir connaître toute la vérité sur le dossier Augustin Matata Ponyo, qui s'acharne contre le président du Sénat, Modeste Bahati. Qui s'acharne? C'est le président Bahati Lukwebo qui s'acharne sur Augustin Matata Ponyo qui a des difficultés à comprendre la théorie de la séparation de pouvoir, les judiciaires et le parlementaire. M. Matata Ponyo a eu des démêlés judiciaires avec le parquet général de la Cour constitutionnelle, d'abord dans le dossier des biens aérianisés, qui a été classé des années 1970, dossier qui a été bien entendu classé. Et là, il fallait qu'il puisse recouvrer ses immunités. Ces immunités ont d'abord été levées à la suite du réquisitoire du procureur de la Cour constitutionnelle sur ce dossier, mais parce qu'il y avait un autre dossier pour lequel il devait être entendu en rapport avec le rapport de l'IGF sur sa gestion du projet du parc agropastoral de Bukangalonzo, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait bien voulu l'entendre par rapport à cette question. Et mais vous n'avez pas vu ce sont les prérogatives dévolues au parquet. Vous n'avez pas vu qu'il y a une fraude. Parce que sur les dossiers de Bukangalonzo, la plénière a tranché. La plénière a refusé qui est la levée des immunités. Alors, ils ont profité pour qu'on puisse lever les immunités pendant des vacances à Matata Ponyo dans les dossiers aérianisation. Et là, l'affaire a été classée. Pourquoi ne pas peut-être attendre à ce que la plénière revienne pour relancer cette activité au niveau de Bukangalonzo et qu'il puisse recouvrer ses immunités dans le dossier des aérianisations? Non, non, là je dois éclairer votre religion par rapport à cette question. Le règlement intérieur qui régit le Sénat est clair. Pendant la session, c'est la plénière qui décide de l'autorisation des poursuites judiciaires à l'encontre d'un sénateur X ou Y. Et en dehors de la session, le bureau est constitutionnellement habilité à
examiner un réquisitoire pour l'autorisation des poursuites à l'endroit des sénateurs pour des faits sur lesquels le parquet aimerait avoir des éclaircissements. Et c'est ce qui a été fait pour le cas du sénateur Augustin Matata Mponyo, qui malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, a tendance à confondre le bureau du Sénat et la personne de Modeste Bati sur laquelle, en fait, il fait une focalisation meurtrière, une focalisation, vraiment, je peux dire, qui démontre à suffisance qu'il est à la recherche d'un bouc émissaire dans un désert où les quatre points cardinaux ne sont pas clairement définis pour lui. C'est ça tout le problème. Il n'y a aucun problème aujourd'hui que l'opinion le sache, personnel, entre le professeur Modeste Bati et le sénateur, son collègue, Augustin Matata Mponyo, pour qui nous avons beaucoup de respect. Son problème, il est revenu au pays lorsque des soupçons de détournement présumés des fonds alloués au parc agro-industriel de Boukangalonzo pesaient sur lui. Il a fait une déclaration dans les médias même internationaux, qu'il revenait au pays pour affronter la justice oui. et clamer son innocence. Il est revenu pour ça. Alors, la justice, devant laquelle il devait clamer son innocence, lui demande de présenter ses moyens de défense. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et la justice, dans un premier temps, oui. s'est déclarée incompétente. Vous parlez de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Voilà, là, il faut que j'éclaire votre... Elle s'est déclarée incompétente. Oui, je vous ai promis dans l'avant-propos de cette émission que je ne venais pas égrener les chapitres, je voulais dire, les articles de la Constitution, encore moins du règlement intérieur. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à entendre ou à juger Augustin Matata Mponyo dans le dossier des biens zaïrianisés. Dans l'affaire Boukangalonzo. Dans les dossiers... Dans le dossier Boukangalonzo, la Cour, il y a eu un problème. Dans un tout premier moment, la Cour s'est déclarée incompétente. Oui. Et le dossier a été envoyé à la Cour de cassation, qui est le juge naturel de tout sénateur, y compris le sénateur Matata Mponyo. Lorsque le dossier est arrivé au niveau de la Cour de cassation, il s'est posé un problème de l'interprétation de l'article 164 de la Constitution, qui dispose que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre dans l'exercice de leurs fonctions antérieures. Vous comprenez? Alors, s'étant buté à ces difficultés, la Cour de cassation, qui est le juge naturel d'un sénateur, notamment le sénateur Matata Mponyo, a renvoyé la question au niveau de la Cour constitutionnelle. En ce moment-là, c'est un autre président de la Cour qui est là, Dieudonné Kamouleta, qui a interprété l'article 164 avec l'ensemble de la Cour, à la lumière bien entendu de la Constitution, pour dire qu'effectivement la Cour est compétente pour juger un président de la République honoraire, mais en même temps un Premier ministre pour des faits infractionnels mis à sa disposition, à sa charge. Donc c'est là que alors on se retrouve avec deux arrêts sur une même affaire, alors que c'est déjà une confusion. Oui. Et voilà pourquoi lui il crierait certainement à l'acharnement. Non, il n'y a pas une confusion. Parce que c'est sur une même affaire, le dossier Boukangalonzo, dans un premier temps sous Dieudonné Kalouba, oui. La Cour s'était déclarée incompétente. Alors, sur Dieudonné Kamouleta, la Cour s'est déclarée incompétente. C'est-à-dire, avec la même composition, peut-être seule la différence au niveau de deux présidents qui sont différents. Là, les raisons qui sous-tendent l'arrêt rendu sous Dieudonné Kalouba, je ne les connais pas. Peut-être les raisons peuvent être ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que l'article 164 de la Constitution vient éclairer la chose, la lanterne de tout le monde. Là, cet article dispose, je l'ai dit tout à l'heure, que la Cour constitutionnelle est habilitée et compétente à poursuivre, à juger un président de la République honoraire ou un Premier ministre dans l'exercice des fonctions pour des cas infractionnels mis à sa charge. Et c'est le bon droit qui a été dit. Alors, curieusement, lorsque... Et le premier arrêt, là, l'ERP 001, ce n'est pas les bons droits. Oui, ça c'est à la composition de Dieudonné Kalouba de répondre. Je ne suis pas son porte-parole ici. Un éminent professeur. Moi, j'ai rendu les faits tels qu'ils se sont déroulés pour éclairer l'opinion. Mais maintenant, lorsque la Cour se déclare compétente
à la lumière de la Constitution, avec des arguments suffisamment soutenus. Il appartient au sénateur Augustin Matata Mponyo, il y a encore 3 mois qui nous séparent des élections, ou 4, de se présenter devant la justice et prouver qu'il est innocent et postuler à la présidentielle sans problème. Mais pourquoi veut-il faire du président Modeste Bati son bouc émissaire au moment où lui respecte la théorie de la séparation de pouvoir? Il n'exécute que ce que la Constitution lui demande de faire. Lorsqu'un réquisitoire du procureur général arrive, il n'a qu'à l'exécuter. Oui, et d'ailleurs, je vous en prie, cher David, la décision du bureau du Sénat n'a aucune valeur contraignante. Je voulais dire, n'est pas une condamnation, encore moins un acquittement du sénateur Matata Mponyo. Que le bureau autorise les poursuites judiciaires à l'endroit du sénateur Matata Mponyo, ceci ne veut pas dire qu'il a détourné l'argent de Boukangalonzo, qui doit être condamné. Mais il lui appartient de présenter ses moyens de défense pour, n'est-ce pas, clamer son innocence et recouvrer ses immunités qui ont été levées, bien entendu, Pour Matata Mponyo, lui, il dit que le rôle d'un président d'une chambre haute ou basse devra certainement protéger soit les députés ou les sénateurs. Christophe Mbosso l'a fait. Il y a un député qui a été condamné comme Daniel Safou. Mais Mbosso a tout fait pour sauver Safou. Pourquoi Bati ne le fera pas pour Matata Mponyo? Mbosso a tout fait pour sauver Daniel Safou. Il a sauvé Daniel Safou. Ça veut dire que Mbosso peut soutenir la xénophobie vis-à-vis d'une tribu. Il n'y a pas la xénophobie. Je ne pense pas que c'est ce qu'il a fait. Il n'y a pas la xénophobie. Oui. Les propos de Daniel Safou visaient une tribu. C'était les Baluba qui devaient être massacrés et chassés de Kinshasa. Et ça, je condamne avec la dernière énergie et je souhaite que ça soit la dernière fois. Et je ne le permettrai pas non plus lorsqu'il s'agira d'un Katangé, il s'agira d'un Mukongo ou de quelqu'un d'autre en République démocratique du Congo. Ça doit s'arrêter et une fois pour toutes. Mais les cas sont différents ici. Il s'agit d'un réquisitoire du procureur près la Cour constitutionnelle. Il appartient au président, au sénateur Matata Mponyo de prouver qu'il n'y est pour rien. Le cas de Mbosso par rapport à Daniel Safou, c'est un autre contexte. Oui, mais c'est que lorsque les réquisitoires, on ne doit pas couvrir le mal. Lorsque les réquisitoires viennent, il appartient aussi au bureau d'apprécier. D'apprécier, mais Matata est des nôtres. Est-ce qu'il faut les livrer à la justice? Mais pourquoi Bati n'a pas tout fait pour ne pas les livrer à la justice? Parce que déjà au niveau de la plénière a décidé de protéger les leurs. Mais après, le bureau a accepté de les livrer. C'est ça l'inquiétude de Matata. C'est ça. Le problème, il faut le situer à 2 niveaux. La plénière a refusé de livrer le sien, le sien, dans quelle affaire? Dans l'affaire Boukangalonzo. Dans l'affaire Boukangalonzo. Oui, dans l'affaire Boukangalonzo. Les immunités étaient déjà levées. Les immunités étaient déjà levées. Non, à ce temps-là, ce n'était pas levé. Non, dans le dossier zaïrianisation, les immunités étaient levées. Non, pas encore. C'est que d'abord, au niveau de Boukangalonzo. Donc, le premier réquisitoire, c'était les réquisitoires Boukangalonzo. Oui, le premier, c'était Boukangalonzo. Oui, Boukangalonzo, où les sénateurs ont refusé. Oui. Alors, lorsqu'ils ont refusé, il y a eu des vacances. Il y a eu des vacances, C'est pendant ce temps-là qu'on a lancé un deuxième réquisitoire. C'est constitutionnel. Effectivement, on a lancé un deuxième réquisitoire. Oui. Ce deuxième réquisitoire concernait l'affaire zaïrianisation. C'est là qu'on avait levé ces immunités par le bureau. Oui. Voilà. Et qui n'a jamais recouvré. Parce que jusqu'à présent, il n'a jamais présenté un non-lieu qui démontre qu'il a été justifié par telle juridiction de la République démocratique du Congo. Mais l'affaire a été classée. L'affaire zaïrianisation a été classée. Mais il appartient maintenant au procureur général près la Cour constitutionnelle de donner tous les éléments qui ont motivé le réquisitoire qui demandait effectivement qu'il soit interrogé en même temps sur le dossier de Boukangalonzo, fort du rapport présenté par l'IGF. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Augustin Matata Mponyo, qui prétend que le président du Sénat l'en veut tout simplement parce qu'il est candidat président de la République. À partir de quel moment le sénateur Augustin Matata Mponyo s'est déclaré candidat président de la République? C'est lorsqu'il a vu les démêlés judiciaires en train de lui coller à la peau. C'est en ce moment-là que son parti a été créé quand? C'est lorsqu'il a vu qu'il avait la justice derrière le dos.
Le congrès qui a été organisé pour le présenter comme candidat, c'était dans quelles conditions? Est-ce que le parti était déjà suffisamment implanté sur l'ensemble du pays? Est-ce que le congrès, là, tel qu'il a été fait, et même la naissance du parti, est-ce que c'était conforme aux règles de la pratique démocratique ou pas? Non, c'est un garçon intelligent, c'est un homme intelligent. Il avait déjà vu quelque chose qui venait et il a voulu, bien entendu, anticiper les faits pour pouvoir se couvrir en cherchant, bien entendu, des boucs émissaires. Lorsque, dans sa lettre de récusation du bureau de l'Assemblée nationale et de son président, il évoque le fait que le président Modeste Bahati a pris fait et cause pour le président Félix Tshisekedi, qui est son candidat. Mais à partir c'est depuis le mois de juillet 2021 que l'AFDCA, qui est le regroupement de Modeste Bahati, a plébiscité Félix Tshisekedi comme étant son candidat à la présidentielle de 2023. Augustin Matata Mponyo n'était pas encore candidat. Il l'est devenu lorsqu'il a vu que les démêlés judiciaires lui collaient à la peau. Donc vous comprenez que c'est une tactique politique qu'il a peaufinée, bien entendu, pour anticiper les faits et tomber dans la victimisation et chercher un bouc émissaire. Et ici, nous tenons à dire que le président Modeste Bahati, qui est l'objet des menaces de mort... Menaces de mort? Parce que, vous savez, il y a 48 heures, 72 heures, le sénateur Augustin Matata Mponyo s'est amené à l'Assemblée nationale pour déposer sa lettre de récusation du président du Sénat, mais aussi de son bureau, accompagné des personnes notamment identifiées, avec des menaces, et la presse jusqu'au service courrier du président du Sénat. Imaginez-vous l'honorabilité d'un ancien Premier ministre. Est-ce qu'il n'avait pas un assistant parlementaire qui pouvait déposer cette lettre? Est-ce qu'il fallait vraiment créer des troubles et des jouissances sur le lieu comme le bureau du président? Si vous ne savez pas, je vous donne il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Heureusement, le cabinet du président Bahati, jouant à la sagesse, n'a pas voulu vraiment lui donner l'occasion de tomber dans son piège. Mais quand même, ils ont réceptionné. Le courrier a été réceptionné, mais après beaucoup de tapages, beaucoup de menaces avec des personnes non identifiées qui ont même violé, permettez-moi la tautologie, le principe d'inviolabilité du siège du Parlement. Est-ce que c'est un bel exemple que nous donnons lorsque nous aspirons à devenir demain président de la République démocratique du Congo? Donc, je me résume en disant que cette fuite en avant, le sénateur Matata Mponyo en connaît bien entendu les mobiles, mais le président du Sénat, Modeste Bahati, n'a aucun problème avec lui. S'il a un problème, c'est un problème judiciaire, ce n'est pas un problème politique. Donc, on ne peut pas en vouloir à Modeste Bahati, tout simplement parce qu'il a fait allégeance au président Tshisekedi, qu'il a plébiscité candidat de son regroupement, bien avant même l'UDPS, bien avant tous les autres partis de l'Union sacrée. Et donc, on doit comprendre pourquoi nous exigeons ici, haut et fort, que Modeste Bahati soit protégé par les instances compétentes, parce que sa vie est en danger. Et s'il arrive qu'il tousse même une seule fois dans l'intervalle de 5 secondes, en tout cas, l'opinion publique nationale et internationale saura d'où cela viendra. Elle saura d'où. Mais Matata aussi dit que Bahati Lukwebo lui en veut. Donc, tantôt c'est Bahati Lukwebo qui dit que Matata lui en veut. Et il appartient à celui qui a alors, les élections. D'apporter les preuves. Voilà, les élections. Louis Dor Balekelaï. Oui. On vous a invalidé. Là, j'insiste sur le concept. Je n'ai pas été invalidé. Vous n'avez pas été invalidé? Alors ça fait 5 ans que je refuse, je suis sensible à l'utilisation du concept invalidé. Alors, j'ai été victime de la superposition d'un arrêt. Donc, la même cour qui m'a proclamé député national élu, j'ai l'arrêt, mais proclamant ici. C'est une photocopie, excusez-moi son état, parce que je le traîne depuis 5 ans. Cet arrêt n'a jamais été abrogé. Et l'article 168 de la Constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires, exécutoires, opposables à tous. Voilà. Pourquoi je vous ai posé? J'ai été victime d'un arrêt de superposition qui permet à ces fraudeurs de siéger à ma place au regard de la correction des erreurs matérielles effectuées en violation de la Constitution par la Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle. Et donc, je ne peux pas parler d'une invalidation au sens... C'était une action politique. Pourquoi je vous ai posé cette question? Oui. Je savais qu'il y a eu 2 arrêts par la même cour. Oui. C'est dans le cas aussi Matata. 2 arrêts
même affaire, même cours. Vous voyez, donc chacun est en train de camper sur sa position. Matata campe sur sa position et les autres aussi sur leur position. Non. Bon, nous fermons la parenthèse. Revenons. Ce n'est pas des cas vraiment comparables. Revenons. Les deux cas sont diamétralement opposés. Ah, ok. Il s'agit d'un cas d'un détournement présumé et le cas d'un élu proclamé en premier et dernier ressort par la haute cour. Et c'est d'ailleurs, quand nous sommes allés à Genève avec maître Georges Kapambe, qui était l'avocat de notre collectif, des élus victimes de ces arrêts de superposition, les gens étaient étonnés. C'est la première fois dans l'histoire du monde de voir une cour constitutionnelle revenir sur ses propres arrêts. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 en ce qui nous concerne? La Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle a organisé de manière illégale un référendum populaire pour réformer l'article 168 de la Constitution afin de nous empêcher de siéger. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons mené les démarches. On nous a interdit de faire des marches dans la rue pour sauver l'image du pays parce que c'est un scandale. Nous avons fait confiance au président de la République qui a notre dossier sur sa table en tant que magistrat suprême pour pouvoir nous aider à recouvrer nos droits, même si c'est impossible de siéger parce que nous allons vers les nouvelles élections, au moins que nos indemnités compensatoires nous soient accordées. Mais parce même, que c'est un droit, parce qu'il y a une jurisprudence. Mais quand même, qui existe. il y a des indemnités compensatoires. Jamais. Les gens racontent ces conneries-là. Nous n'avons jamais touché quoi que ce soit. Vous touchez rien. Jamais. On n'a mais jamais ça été semble-t-il, payé. on est en train d'utiliser la jurisprudence de l'ancienne législature. On ne l'utilise pas malheureusement. Chaloupa et Franck Diongo étaient dans le même cas que nous, empêchés de siéger. Ils étaient payés. Mais nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles nous sommes bloqués jusqu'à ce jour. Mais nous avons la foi en Dieu. Et je me rappelle, vous pouvez regarder dans vos images sur Télé 50, j'étais le premier à dénoncer cette superposition des arrêts en ce qui me concerne, parce que je n'avais même pas attaqué un député de l'opposition, parce qu'à l'époque, on disait que le FCC favorisait ses députés pour écraser ceux de l'opposition. J'avais attaqué un député du FCC, et c'était des cas rares qui n'étaient même pas autorisés à l'époque par les instances du FCC. Mais fort des preuves que j'avais fournies devant la Cour, j'avais obtenu une dérogation pour me présenter devant la Cour et j'ai gagné le procès, j'ai été proclamé élu, mais 10 jours après, ce qui est arrivé est arrivé. Je n'ai pas désarmé, je vais continuer la lutte. Et vos chances pour 2023? Les chances sont intactes, je vais gagner mon siège dans la circonscription électorale du Moamba et j'en profite pour saluer tous mes électeurs. Et vous faites quoi pour que vous soyez réélu là-bas? Je n'ai pas d'argent pour corrompre, je parle, j'ai un discours. J'ai des idées que je défends et qui intéressent la population du Moamba. Que tous ces élus qui siègent aujourd'hui ont abandonné. Et je leur dis, demain, un ministre en fonction, un député en fonction ne peut plus foutre son pied là-bas, dans le Moamba, et obtenir les suffrages du peuple. Parce qu'ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, dans le quartier Salongo, à Lemba, il n'y a pas d'eau. Les gens vont acheter de l'eau dans des bidons. À Kisenso là-bas, le banditisme urbain ou les phénomènes Koulouna, n'en parlons pas. À Lemba, à Super Lemba, c'est la débauche partout là-bas. Les parkings, trop d'embouteillages. Il n'y a aucun député qui prend l'initiative d'aller voir le bourgmestre. Nous pouvons délocaliser, comme j'ai commencé déjà à le faire, délocaliser le parking au niveau du rond-point Super Lemba ou du rond-point Ngaba pour qu'il y ait fluidité et qu'il n'y ait pas d'embouteillage parce que c'est un facteur du sous-développement. Donc ces gens-là, pendant 5 ans, ont eu à toucher leurs émoluments, dont le montant est connu, mais ils n'ont rien fait pour ils n'ont rien fait. Et je pense qu'ils devraient être sanctionnés. Et même ceux qui ont volé nos idées des campagnes en 2018 devraient être sanctionnés parce que les membres... Alors pour terminer, terminer, vous êtes aussi scientifique. Hein? Oui. Vous êtes aussi scientifique, on vous a connu très longtemps. On va parler aussi de un tout petit peu la fibre optique et les marchés numériques en République démocratique du Congo. La fibre optique... on nous a tant vanté, mais jusque-là, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais peut aussi espérer à cette innovation numérique? Merci beaucoup. Vous ne m'aviez pas préparé à ça, mais comme c'est mon domaine, comme vous le savez, je suis chef de travaux au département de la communication numérique à l'ISIPA et dans beaucoup d'autres instituts de la place. La fibre optique a été vraiment le thème majeur de mes études, de mes recherches doctorales au niveau du DEA, le diplôme d'études approfondies. Et là, j'ai réussi pour la première fois à établir un lien entre la fibre optique et le marché numérique. Le marché numérique aujourd'hui, c'est celui qui permet aux gens de faire des achats en ligne
Le marché numérique permet aujourd'hui aux gens de faire leur publicité en ligne, donc ce qu'on appelle l'e-marketing. Le marché numérique permet aujourd'hui aux gens d'épargner l'argent qu'ils peuvent affecter à l'achat d'un billet pour aller en Turquie, commander la marchandise sur place et la vendre et faire des bénéfices à moindre frais. Mais curieusement, en République démocratique du Congo, cette fibre optique, dont le projet remonte aux années 1990, a connu un grand retard pour son déploiement à partir de l'océan Atlantique jusqu'à Mwanda, Kinshasa, et puis jusqu'à Sombalesa, jusqu'en Afrique australe. Jusqu'en 2021, lorsque j'effectuais encore mes recherches doctorales, pour la ville de Kinshasa, la fibre optique n'était déployée que dans 4 communes, Gombe, Lingwala, Kinshasa et Kintambo. Alors aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais je note aussi en passant que le numérique fait partie de la vision du président de la République. Il y a ce qu'on appelle le plan national du numérique qui reprend, bien entendu, les avantages qu'offre le numérique pour le développement de la société. Comme vous le savez, demain, le diamant va s'épuiser dans les sous-sols congolais, l'or et le coltan vont s'épuiser. Il faut avoir des alternatives pour diversifier l'économie. Et le numérique se présente aujourd'hui comme un pilier d'intégration sociale, mais aussi économique pour booster l'économie. Et nous pensons que si la RDC investit dans la fibre optique pour le déployer à travers tout le pays, et en donnant surtout son exploitation commerciale à l'entreprise congolaise qui a cela dans son objet social, notamment la SCPT, au lieu de laisser la fibre optique être exploitée par les sociétés de télécommunications qui nous la revendent à très cher, alors que si c'était l'OCPT, on achèterait la connexion Internet. Aujourd'hui, vous savez, pour avoir 1 giga, on dépense plus ou moins 2500 francs congolais. C'est plus d'$1. Alors que si c'était commercialisé par la SCPT, qui est notre entreprise congolaise, on l'achèterait à moins cher, comme à l'époque avec le téléphone domestique. Et puis également, comme vous le savez, j'ai réussi quand même à établir un lien du point de vue épistémologique entre la fibre optique et les sciences de l'information et de la communication, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas naviguer sur Internet, on ne peut pas accéder à Facebook, à Twitter, à Instagram, à TikTok, si on n'a pas une bonne connexion. Et la bonne connexion aujourd'hui, contrairement à ceux qui défendent le satellite, est fournie par la fibre optique dans la mesure où elle offre la connexion au débit, de par le fait que c'est un câble qui est protégé contre les intempéries, avec une gaine qui la met à l'abri de toutes les intempéries et qui permet une bonne transmission des données sécurisées entre un émetteur et un récepteur. Ça peut être une société de télécommunications ou les usagers du numérique. Merci. Donc, je plaide pour que l'État congolais investisse suffisamment dans la fibre optique. C'est à cette condition seulement qu'on peut parler du numérique comme un facteur de développement de la République démocratique. Merci beaucoup. Nous y reviendrons. Parce que jeudi, c'était beaucoup plus consacré à ce dossier Matata Ponyo, Batil Kobo. Merci. Merci d'être là. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Merci bien.